Bonsoir à tous, notre soirée débat se poursuit sur France 3 en partenariat avec France Bleu Lorraine. Nous nous intéressons tout de suite à la première circonscription de la Meuse, un territoire rural qui compte un peu plus de 75 000 électeurs et environ 100 000 habitants. C'est la moitié sud du département. 6 candidats sont déclarés sur cette circonscription. Quel est leur programme? Quelles sont leurs priorités? Nous allons en débattre avec eux. Bonsoir Bertrand Pancher. Bonsoir. Député sortant, candidat sous la bannière Lyotte. Face à vous, Maxime Amblard, bonsoir. Bonsoir. Candidat du Rassemblement National. Et enfin avec nous également Olivier Gucker, bonsoir. Bonsoir. Candidat du Nouveau Front Populaire. Merci d'être avec nous. Messieurs, nous allons vous donner la parole dans le respect des règles de l'équité, de la représentativité politique. Mais juste avant de commencer, je vous propose de vous présenter succinctement. Vous avez 15 secondes chacun. On commence par Monsieur Amblard. Je suis originaire d'un département rural, la Charente, dans lequel j'ai grandi jusqu'à mes 18 ans. Aujourd'hui, à 27 ans, je ne suis pas un professionnel de la politique, certes, mais je suis ingénieur d'études en physique nucléaire et auteur d'un livre sur la souveraineté énergétique, un sujet qui me tient particulièrement à cœur et dans lequel j'ai pu me spécialiser. Monsieur Pancher, petite présentation. Alors Bertrand Pancher, je suis député sortant. J'étais président du groupe Lyotte à l'Assemblée nationale, un groupe de parlementaires centre-gauche, centre-droit. J'ai été élu local pendant longtemps, maire de Bar-le-Duc, président de département de la Meuse. Et je souhaite, si les électrices et les électeurs me font confiance, à nouveau être député de la Meuse. Monsieur Gucker. Olivier Gucker, 57 ans. Je suis cadre dans la fonction publique et élu local à Commercy depuis 2008. Et je représente dans cette élection le Nouveau Front Populaire. Eh bien, messieurs, merci pour ces présentations. Nous allons poursuivre donc sur 3 thématiques. Je vous propose de discuter sur le pouvoir d'achat, sur le coût de l'énergie et l'avenir énergétique, et sur les services en milieu rural. Alors, sur le pouvoir d'achat, on commence par quelques propositions. Si vous êtes élu, quelles mesures vous comptez mettre en place? On sait qu'il y a des préoccupations avec l'inflation sur l'alimentaire, sur l'essence, par exemple. Monsieur Amblard. Le Rassemblement national l'a déjà répété et je le répète aujourd'hui. En fait, l'énergie étant au cœur de tout ce que nous avons et étant essentielle pour tout ce que nous faisons, se déplacer, manger, se chauffer, etc. Il est essentiel pour faire regagner du pouvoir d'achat aux Français de leur donner un peu une bouffée d'air au niveau des prix de l'électricité, du gaz, du fioul et de l'essence qui ont pu augmenter ces dernières années, 45% en plus pour le prix de l'électricité, juste pour citer que cela. Donc le Rassemblement national propose de réduire la TVA sur le gaz, le fioul, l'électricité et l'essence. Tout de suite, immédiatement, c'est une mesure qui peut être prise très rapidement en urgence pour déjà redonner une bouffée d'air aux particuliers et aux entreprises également. Monsieur Pancher, une proposition pour le coût de l'énergie qui plombe les ménages? Le coût de l'énergie, le prix de l'électricité va naturellement descendre de 20% d'ici l'hiver prochain. Enfin, c'est absolument une certitude. Le marché était tendu, il est maintenant détendu. On n'arrive même plus à produire ce qu'on vend à l'extérieur. Donc ça, c'est une réalité. Alors après, il y a évidemment sur l'énergie, il y a la question des carburants. Nous avions obtenu un chèque carburant. Ça nous paraît plus intelligent que de baisser la TVA ou la fiscalité parce que ça coûte énormément cher. Sauf que ça concerne moins de monde. Et ça concerne moins de monde, mais le chèque carburant attribué aux personnes qui en ont besoin. L'État ne peut pas dépenser sans compter, mais il faut le cibler en direction des personnes qui sont en grande difficulté. Ça avait été obtenu. Il nous reste maintenant à délivrer ce chèque carburant. Monsieur Gucker, une idée justement pour donner un peu plus de pouvoir d'achat aux ménages? Sur le pouvoir d'achat, nous sommes déjà pour l'abolition des réformes de la retraite et du chômage qui touchent beaucoup sur le pouvoir d'achat. Et ensuite, nous sommes pour l'augmentation du SMIC et des salaires. De tous les salaires. De tous les salaires, oui. Qui permettent donc de redonner directement du pouvoir d'achat et leur indexation sur l'inflation. Et comment on fait? Il faut convaincre les entreprises? Il faut que l'État... Alors, il faut convaincre, il faut effectivement une grande conférence salariale pour que les représentations syndicales et patronales discutent des possibilités et avec cet objectif d'augmenter les salaires et de mieux partager en fait les résultats du travail de chacun. Et comment on fait? Parce qu'il faut peut-être abaisser, les charges sociales qui sont assez importantes, qui parfois freinent un peu les entreprises à employer. Alors pour le coup, nous on prévoit, puisqu'on est aussi sur le retour de la retraite à 64 ans, à 62 ans et avec l'objectif de 60 ans, de se dire qu'effectivement ça doit être financé et ça peut être financé par une augmentation légère des cotisations sociales. Je rappelle que la cotisation sociale, ce n'est pas une charge, c'est un salaire différé qui permet à chacun d'avoir un salaire tout au long de sa vie.
Et donc, proposer la suppression des cotisations sociales, c'est aussi poser la question du financement de la sécurité sociale. Et c'est quand même une question qu'on ne peut pas se poser sans en évaluer les conséquences. Est-ce qu'on ne risque pas de plomber un peu les finances de l'État? Je ne sais pas. Pour revenir sur la proposition de M. Pancher, alors la France, mis à part 2022, est redevenue excédentaire net de production d'électricité. Donc on produit plus que ce que l'on consomme. En 2023, on est redevenu le premier européen. Et ensuite, pour ce qui est de la distribution des chèques, je pense fondamentalement que les Français ont de plus en plus de mal à voir cet État qui distribue des chèques à tout va, notamment aux personnes qui, certes, en ont le plus besoin, mais c'est toujours la classe moyenne qui souffre derrière et qui est abandonnée par l'État pour les aides, parce qu'elles ne sont pas disponibles pour eux. Donc, baisser la TVA, je pense que c'est beaucoup plus pertinent. Certes, ça va peut-être avantager quelques personnes qui n'ont pas forcément besoin aujourd'hui, mais ça va surtout bénéficier au plus grand nombre, dont la classe moyenne. Et on ne risque pas de plomber les finances de l'État? On est déjà à 3 000 milliards. Il y a d'autres moyens de déficit. financer il y a d'autres. En fait, choisir, c'est juste faire un choix politique. Donc, on va par exemple arrêter de distribuer des aides sociales aux personnes qui sont étrangères ou qui sont en situation irrégulière dans le pays, et on va récupérer cet argent-là pour financer cette mesure-là, par exemple. Ça, c'est une mesure, à mon avis, qui ne convient ça, pas. Moi, ça me paraît... ça me paraît pas du tout rationnel. Quand on a chiffré, je crois, le programme du Rassemblement national par des organisations extérieures, je crois que le coût net de ces dépenses en matière énergétique, c'est entre 20 et 25 milliards, entre 20 et 25 milliards d'euros. Je rappelle quand même que les finances de l'État sont dans telle difficulté qu'il va falloir déjà d'ici la fin de l'année faire 20 milliards d'économies. Donc le sujet, il est d'abord effectivement de trouver l'argent pour faire des économies pour notre pays. Et nous pensons qu'il y a une possibilité d'augmenter le pouvoir d'achat de nos concitoyens par un certain nombre de moyens. Il y a d'abord, et je suis d'accord sur ce point-là avec Olivier, il y a d'abord la question du partage de la valeur ajoutée des entreprises. Nous demandons une diminution assez importante de la fiscalité pour les PME, pour les petites entreprises. Il y a dans notre pays des petites entreprises qui ne gagnent pas beaucoup d'argent. On en visite très régulièrement. Puis il y en a des grands groupes qui gagnent beaucoup d'argent. Donc c'est une autre baisse de la fiscalité. On ne touche pas la TVA, mais une autre fiscalité. Non. Il faut compenser l'une par l'autre. Et ensuite, il faut du partage des bénéfices. Il y a des entreprises, y compris dans notre département. Moi, je visite Arcelor Construction. Arcelor Construction, ils ont cette année et l'année dernière 5 000 euros de primes. Il y a des entreprises qui peuvent le faire. Il faut qu'elles le fassent. L'État finance ces 190 milliards d'aides pour les entreprises dans notre pays. C'est énorme. C'est indifférencié que les entreprises soient vertueuses ou que les entreprises le soient moins. Il y a du partage de valeur ajoutée, c'est une possibilité. Pour celles qui ne peuvent pas, il faut exonérer complètement sur les petits salaires les charges. Ça peut être l'équivalent de 150 à 200 euros par mois. C'est la proposition avec Charles de Courson très régulière. On étale ça sur les autres cotisations. Et puis, il y a la question aussi des rémunérations des fonctionnaires. Je rappelle quand même que le département de la Meuse, c'est un fonctionnaire sur 4. Mais là, qu'est-ce qu'on fait? On les baisse, on les augmente, on fait quoi avec la rémunération des fonctionnaires? On peut augmenter les rémunérations des fonctionnaires en associant les fonctionnaires aux résultats. Moi, je vais vous donner un exemple très précis. Rapidement, parce qu'il faut que, très vous précis, puissiez aussi parler. La fraude fiscale. La CAF dans le département de la Meuse, c'est 1 million d'euros par an. Avec de fraude. Avec une personne qui contrôle. Avec 2 ou 3 personnes, c'est 2 ou 3 millions. Eh bien, ce système-là, partout dans notre pays, ça permet de lutter contre la fraude, ça permet de faire en sorte que l'État se désendette un peu, et ça permet de mieux rémunérer le personnel concerné. Il y a des tas de possibilités de responsabiliser et de mieux associer les acteurs aux résultats. On l'a compris, en tout cas, tout cela peut se jouer dans la fiscalité et puis peut-être dans les aides aux entreprises. Je vous propose de continuer notre débat parce que le temps file vite, de passer à l'énergie. On a parlé de l'énergie sur le coût de l'énergie elle-même. Est-ce qu'on peut parler justement de la production de l'énergie? Comment faire pour que la France puisse redevenir, on va dire, souveraine et puisse avoir peut-être une énergie moins chère? La France, depuis une vingtaine d'années, pendant une vingtaine d'années, ça a un peu changé récemment avec le deuxième mandat de M. Macron, a subi un nucléaire bashing sans nom, alors que le duo nucléaire-hydraulique nous a permis d'avoir pendant un temps l'électricité la moins chère d'Europe et d'être le plus gros exportateur d'électricité en Europe. C'est une combinaison gagnante et le Rassemblement national propose de revenir sur cette combinaison gagnante qui a déjà fait ses preuves, donc en construisant dès l'arrivée en fait, du gouvernement, si jamais les Français veulent qu'on ait un gouvernement, pour construire
construire déjà 2 paires d'EPR, les EPR tout court, pas les EPR2 qui sont en attente, qui sont déjà en cours de conception, mais 2 paires d'EPR qui font leurs preuves. Flamanville devrait démarrer cette année, il a été construit, il y en a d'autres qui ont été construits dans d'autres pays, Taishan en Chine, Olkiluoto 3 en Finlande. Donc on poursuit sur le nucléaire. On poursuit vu qu'il y a urgence, on poursuit sur le nucléaire avec des EPR, avec une mise en service en 2033. On continue en essayant de faire 2 paires d'EPR par an jusqu'à ce que l'EPR2 soit disponible. Et après, on poursuit avec l'EPR2. D'un autre côté, on propose également de faire un moratoire sur les énergies éoliennes, parce qu'aujourd'hui, c'est très bien les énergies éoliennes, mais malheureusement, c'est intermittent. Donc moi, j'appelle ça une énergie bonus. C'est-à-dire que quand elle est là, c'est très bien, ça nous évite de faire tomber de l'eau des barrages ou de faire fonctionner des centrales à gaz ou à charbon, s'il y en a encore dans le pays. Heureusement, il n'y en a pas beaucoup en France. Mais quand il n'y a pas de vent, on est soumis à cela et on ne peut pas s'assurer de passer la pointe de consommation d'électricité. Aujourd'hui, les éoliennes dans le pays, les énergies intermittentes, éoliennes et solaires, ont coûté depuis 2000 150 milliards d'euros. À l'État. En aide, en subvention. installation. En subvention. Ça représente aujourd'hui 10% du mix électrique. Le nucléaire, durant le plan Mesmer, a coûté 100 milliards d'euros, c'est 75% de l'électricité qu'on produit. Alors il y a quand même une question avec le nucléaire, c'est les déchets nucléaires. La Meuse est forcément concernée avec Bure. Qu'est-ce que vous pensez, qu'est-ce que le nouveau Front populaire propose en termes d'énergie? J'imagine que vous n'allez pas abandonner les éoliennes avec les écologistes qui sont avec vous. L'idée, effectivement, il est partagé, c'est de mettre le paquet justement sur l'énergie renouvelable. En particulier, on peut le faire sur la façade atlantique, que ce soit au niveau des éoliennes ou des hydroliennes, et qui permettent quand même, dans ces endroits-là, d'avoir une continuité de service assez importante. Le défaut du nucléaire, au-delà des accidents, et on a vu quand même à plusieurs reprises dans le monde qu'on n'en était pas exempt. Le deuxième, c'est les déchets. Et on ne peut pas parler de nucléaire sur une circonscription comme la nôtre sans parler de Bure, qui est un projet qui avance à pas forcés et qui consiste à essayer de se débarrasser sous le tapis un peu des pires déchets que l'humanité n'ait produite depuis qu'on est venu au monde. Je vous assure, il y a beaucoup de déchets qui sont bien pires et qui causent des problèmes à la santé des personnes, notamment les déchets chimiques ou les déchets dangereux dans ce pays. On a justement du coup l'exemple de Stocamine où des ingénieurs nous avaient assuré que... Stocamine, un projet qui est en Alsace, où il y a effectivement des fuites, où on finit par se dire qu'on va être obligé de les laisser là malgré que le fait qu'ils risquent de polluer la nappe du Rhin. Et c'est pas parce que des choses ont été mal faites par le passé. Beaucoup de gens nous ont expliqué avec assurance à l'époque, et donc la même assurance que celle que vous avez ici, que ça ne poserait pas de problème. Monsieur Pancher, sur le projet de CIGEO, le projet d'enfouissement des déchets radioactifs. Le projet de CIGEO, il est parti. La population est toujours en permanence à rassurer. Il faut associer évidemment la population à tout ce qu'on fait. Et vous êtes plutôt favorable? C'est le cas. J'ai toujours été favorable au stockage des déchets nucléaires, mais toujours avec beaucoup de précautions. On va démarrer, il y a une phase de travaux importante. C'est important également pour nos entreprises. Et puis, si on soutient le nucléaire, il y a évidemment la question des déchets. Je voudrais quand même ajouter que centrale nucléaire en plus ou en moins, objectivement, même avec le programme qu'on vient de lancer, il n'y a aucune centrale nucléaire qui sera en place avant 2040. Tout le monde le sait. Donc quand on dit pas d'énergie renouvelable, c'est pas le tout de dire on veut un monde un peu décarboné. On aura besoin d'électricité. Moi, je crois beaucoup au mixte énergétique parce que sinon tout ça c'est pas sérieux. Et j'ajoute que la meilleure énergie qu'on ne paye pas, c'est celle qu'on économise. Qu'on ne consomme pas. Et je pense qu'en termes de rénovation thermique dans notre pays, ça a été un petit peu n'importe quoi à cause du changement de règles en permanence. Je pense qu'on n'aurait qu'un seul acteur avec moitié d'aide et des dispositifs toujours, on obtiendrait beaucoup plus de résultats. Donc il y a beaucoup d'efforts à faire dans ce domaine. Beaucoup d'efforts à faire dans ce domaine, et vous disiez en rénovation. Vous vouliez ajouter quelque chose, monsieur Amblard? Oui, parce que 2040, il faut environ, si on se débrouille bien, mieux que Flamanville en tout cas, mais c'est ce que les Chinois ont réussi à faire, entre 8 et 10 ans pour faire un réacteur. Si on se lance demain à faire un réacteur, d'ici 2034, on peut l'avoir. On peut avoir une paire d'EPR. Vous êtes plus malin que le patron d'EDF. Je vous souhaite une belle carrière à EDF. Après, il a fait ses études, je crois, dans la matière. Je souhaite une belle carrière à EDF. Si vous le faites, chapeau. Ça voudra dire qu'il faudra peut-être penser aux futurs déchets aussi. Tous les gens à EDF, franchement, tous les gens à EDF nous disent l'objectif c'est 2038. Si on y arrive à 2040, ne serait-ce que parce qu'on n'a pas... Il faut former le personnel. Monsieur Pancher, c'est 2038 avec un EPR2 qui est aujourd'hui encore en cours de conception. L'EPR, il est fini, et il est conceptualisé, il est validé par l'autorité de sûreté nucléaire. Donc si on se lance dans l'EPR qui est certes
pas parfait, je le reconnais, il n'est pas parfait, et c'est pour ça que l'EPR2 est de meilleure conception pour être industrialisé. On peut réussir à avoir des réacteurs dès 2035. Je vous propose de continuer notre débat, on verra si l'avenir vous donne donne raison. Donne rendez-vous en 2040, ici. Exactement. Je vous propose de parler d'une autre préoccupation dans la Meuse, en tout cas ce sont les services en milieu rural et particulièrement la santé. Qu'est-ce qu'on peut proposer dans un des territoires où on manque de médecins, les pharmacies ferment les unes après les autres? Comment on peut endiguer le phénomène, monsieur Amblard? Alors c'est vrai que la Meuse souffre d'une désertification médicale très importante. Il faut savoir que c'est le premier département métropolitain où il y a le moins de densité de spécialistes en France, du coup, et le deuxième avec le moins de dentistes. On a également un département qui est très âgé. Il y a un tiers de la population qui est à plus de 65 ans, donc ça nécessite encore plus d'accès aux soins, forcément. Donc à la fois, c'est problématique d'avoir un désert médical aussi important et même dangereux pour certaines personnes. Donc déjà, une action très concrète, très rapide qui pourrait être mise en place dès l'arrivée de Jordan Bardella et du RN au gouvernement, c'est une exonération d'impôts. Je ne sais pas la plus parfaite des décisions, mais au moins elle est faite dans l'urgence et elle peut être utile. C'est une exonération d'impôts des médecins qui ont l'âge de partir à la retraite aujourd'hui, et certains le font déjà, et qui continuent à travailler par souci de leurs patients. Et donc, dans ce cadre-là, on exonère d'impôts leur activité. Prolonger l'activité des médecins qui partent en retraite. Ceux qui le veulent, sur la base du volontariat, ils auront une exonération d'impôts pour les encourager, les remercier de faire cela en attendant d'avoir des mesures qui sont prises à plus long terme. Et comment attirer de nouveaux médecins? Et comment attirer de nouveaux médecins? Il y a une proposition aussi très concrète et assez simple à mettre en place, c'est une modulation de la tarification en fonction de la localisation. Voilà. On accepte de ne plus faire une péréquation tarifaire comme c'était fait avant, avec une homogénéité de la tarification partout. Donc, par exemple, 25 € la consultation chez le médecin, en secteur 1 en tout cas. Et aujourd'hui, il y aura une modulation avec peut-être un prix qui est un peu moins cher dans les grandes villes, là où les médecins ont tendance à plus s'installer, et une tarification qui est plus chère dans les campagnes. Mais tout ça, c'est transparent. C'est-à-dire qu'in fine, les médecins gagnent moins en ville et ils gagnent un peu plus s'ils s'installent en milieu rural. Un peu moins en ville et un peu plus dans la ruralité pour les inciter. Et ça, c'est transparent parce que la compensation est faite par la sécurité sociale et il n'y aura pas d'administratif supplémentaire à réaliser parce que c'est automatique. Donc c'est plus cher pour la sécurité sociale pas forcément, il y a plus de pour monde. Laquelle quand même vous dites il y aura moins de cotisations. Donc à un moment donné il va falloir savoir où on veut aller. Il y a plus de monde en ville. Donc ce que je veux dire par rapport au service, ça fait des années que la Meuse perd 3 habitants par jour. C'est le résultat de la politique en place, que ce soit au niveau du département ou de la plupart des collectivités. Et il arrive un moment où forcément ça se voit et ça devient embêtant par rapport aux services. Donc sur les services, effectivement, je pense qu'il y a cette possibilité-là qui est quand même de plus en plus envisagée par plusieurs collectivités et je crois que l'État doit venir en soutien. C'est la possibilité d'envisager de salarier des médecins. Des médecins, donc ça veut dire que c'est la collectivité qui salarie. Touche et qui du coup permet effectivement aux médecins d'avoir une vie normale, ce à quoi les jeunes médecins aspirent. Et puis effectivement, il y a le fait que comme on finance leurs installations, enfin leurs études surtout, qu'à un moment donné on dise il y a au moins 2 ou 3 ans de service dans des endroits qui sont en manque de médecins. Cette possibilité me paraît tout à fait logique. Monsieur Brancher, une idée justement pour conserver nos médecins, parce qu'il faut attirer les jeunes, puis après il faut les conserver. Il y a plein d'idées effectivement de bon sens qui sont soutenues par les uns et les autres. Il faut évidemment les reprendre. Moi je regrette qu'il n'y ait pas vraiment de politique d'aménagement du territoire dans notre pays. Un département rural devrait être soutenu beaucoup plus qu'un département urbain. On commence à le faire. Les zones de revitalisation rurale dans le département de la Meuse, on n'en parle pas assez. Il y a peut-être des auditeurs à l'extérieur du département de la Meuse qui nous écoutent ce soir. Je leur dis, venez dans le département de la Meuse. Quand on va s'installer, c'est une mesure que j'ai obtenue directement de la première ministre d'Elisabeth Borne. Quand on va s'installer Directement, parce que la Meuse, tout n'était pas concerné, c'était menacé partout. Par exemple, ma dentiste à Bar-le-Duc, elle a une jeune qui veut s'installer. Elle me dit, je ne sais pas si elle va s'installer. Je l'ai vue il y a quelques jours, je lui ai dit, elle a intérêt à s'installer parce que maintenant, elle va bénéficier pendant 5 ans d'exonération complète d'impôts et de façon dégressive. Une coiffeuse que j'ai rencontrée ce matin, à vos
couleurs. Avoie, une nouvelle coiffeuse qui s'installe. Elle me dit, Monsieur Pancher, je suis très content parce que je viens de m'installer, je vais bénéficier d'exonération complète d'impôts pendant 5 ans. La généralisation des zones de revitalisation rurale, ça va être la machine à faire réussir le département de Meuse. C'est pas suffisant. Il faut généraliser ça dans tous les domaines. Je vais vous donner un exemple, et j'en termine là. Les suppressions de classes. Moi, je ne comprends pas pourquoi on n'est pas traité un peu comme les zones très rurales, comme les zones de montagne. Quand on est très très éloigné, eh bien, il faudrait faire en sorte qu'on ne ferme pas les classes en dessous d'un certain seuil. Il y a un moment, on ne peut pas se déplacer. Donc moi, je pense que si on généralise des dispositifs spécifiques dans tous les départements ruraux, on va beaucoup mieux sortir. Et enfin, faisons travailler tout le monde ensemble. Et puis, il y a les collectivités, il y a des gens de bonne volonté. Le taux du chômage dans le département de la Meuse, c'est pratiquement maintenant en dessous de la moyenne nationale. Franchement, ça ne s'est pas fait de jour au lendemain. Alors, il y a la question. Par contre, est largement. Alors, le taux de pauvreté aussi. Moi, je suis allé visiter le secours populaire. Effectivement. Ce que je disais, c'est qu'il y a aussi, vous l'avez dit, l'éducation aussi. Comment on fait justement pour éviter ces fermetures de classes, pour conserver, pour que les jeunes Meusiens puissent bien trouver une éducation, peut-être même avoir, je ne sais pas, faire des études supérieures. Est-ce qu'il y a des propositions dans ce sens ? En fait, je vous propose de prendre un peu de hauteur de vue et d'essayer de voir quel est le problème structurel qui touche tout ça. Parce que ça touche aussi bien les services publics en général, l'éducation et aussi la santé. Aujourd'hui, avec une politique de rationalisation du service public, on a encouragé des fermetures parce qu'il y a des personnes, dans les départements ruraux, on n'a pas assez de personnes qui viennent solliciter ces services publics-là. Mais en fermant ces services publics-là, on n'attire pas des personnes pour s'installer dans les zones rurales parce que justement, il n'y a pas de service public. C'est le serpent qui se mord la queue. C'est le serpent qui se mord la queue, exactement. Aujourd'hui, c'est à l'État de prendre le courage d'investir et d'accepter qu'un service public ne soit pas là pour être rentable ou être surutilisé, mais pour être un service public. Ce qui permettra après, avec notamment une réindustrialisation qui passe par une quantité d'énergie suffisante pour pouvoir produire dans ce pays, par une revitalisation des zones rurales. Et pour ce faire, pour mener ce genre de politique structurelle, il faut avoir un parti qui est quand même suffisamment puissant, soit pour contrer des mauvaises politiques à l'Assemblée nationale, soit pour mener une politique à travers un gouvernement. Et c'est pas en se présentant en tant qu'indépendant ou en restant isolé à l'Assemblée nationale, en essayant de faire du ping-pong à droite à gauche, un peu à droite, un peu à gauche, et surtout du côté des macronistes, qu'on arrivera à mener ce genre de politique. Vous vous sentez visé, Monsieur Pancher ? Je ne sais pas ce que vous voulez dire, je ne comprends pas. Le groupe Lyot a été quand même un des principaux opposants à Emmanuel Macron. À 9 voix près, on a failli faire tomber le gouvernement, ce que le RN n'a pas réussi à faire. On s'en souvient avec la motion de censure. Monsieur Gucker, une proposition. Franchement, ce n'est pas ce procès-là. Une proposition pour l'éducation, pour l'école en milieu rural. Le plan Macron met personne contre vous aujourd'hui. Oui, mais ça, je veux dire, moi, je n'ai rien demandé à personne. Je sais bien. Je n'ai rien demandé à personne. S'il y en a qui se disent, attention, la menace, c'est le RN, faisons en sorte que ça se passe bien. Revenons sur le débat. C'est peut-être que vous l'aurez bien utile. Monsieur Gucker, une proposition sur l'éducation, sur la jeunesse en milieu rural. Clairement, sur l'éducation, nos services publics, d'une manière générale, sont quand même en déshérence, et sont en particulier en déshérence parce qu'on n'arrive plus à embaucher. Et que donc à un moment donné, quand on parle de salaire, ça fait quand même partie des choses qui font qu'on. Alors, il y a la vocation, quand on est enseignant. Je sais que les enseignants l'ont. Mais l'argent, pour autant, quand même, quand on est cadre de la fonction publique et qu'on gagne moins que la moyenne des gens avec qui on travaille, et que voilà, donc je pense qu'il faut aussi réussir à donner cette perspective-là aux employés de la fonction publique et peut-être particulièrement en milieu rural, d'avoir une perspective salariale dès le début. Donc ça repasse par les propositions que vous disiez, la revalorisation de tous les salaires. La revalorisation des salaires et donc l'augmentation de 10% du point d'indice, par exemple. Et particulièrement, donc, comme vous le disiez, des fonctionnaires d'éducation nationale. Bon, on en revient au début du débat où aussi ça a un coût, il faut le financer. Bon, la question centrale, moi, j'ai pas de souci. Enfin, nous, on n'a pas de tabou sur les impôts, effectivement. Nous proposons une augmentation et le retour à l'impôt sur la solidarité sur la fortune. De taxer les plus riches et de remettre de la réalité à l'impôt sur le revenu et dans les gros revenus et de regarder aussi de ce qui se passe sur l'impôt sur les successions.
Il y a la question aussi d'arriver à attirer des entreprises. On a quelques employeurs en Meuse, mais peu. Comment on fait, peut-être, M. Pancher? Je vous dis d'abord les zones de revitalisation rurale. Il faut utiliser le Donc toujours votre dispositif. Deuxièmement, il faut soutenir les entreprises qui se développent, ce qu'on fait avec le département région, à condition que les collectivités aient les moyens de le faire. Et puis, il y a des très beaux projets sur CIGEO. Ça va être des milliards d'euros en investissement. CIGEO, c'est aussi une attractivité. Et la vraie question, c'est ce que sont des emplois qui vont être directs pour les entreprises locales. Qu'est-ce que les entreprises dans le BTP? On a les plus belles entreprises du bâtiment et du travaux publics dans le département de la Meuse, sans doute dans le Grand Est. Est-ce qu'elles vont avoir des miettes? Est-ce que directement, elles vont avoir du travail? Comment on associe? C'est le travail quotidien que l'on fait. Monsieur Guer, je vous voyais tiquer sur l'attractivité de CIGEO, sur le fait que ça puisse employer des entreprises locales. Ça fait longtemps qu'on fait des promesses là-dessus. On avait promis aux entreprises locales qu'elles seraient facilement intégrées dans les entreprises qui sont sous-traitants pour EDF. Elles ont quand même eu beaucoup de mal et clairement, le chemin reste à faire. Est-ce que je peux prendre un exemple? Par exemple, on est en train de travailler, le premier investissement, c'est la ligne nouvelle de chemin de fer. C'est à peu près 200 à 250 Donc millions d'euros. la rénovation de la ligne historique. 200 à 250 millions d'euros. Il y a un groupement d'entreprises meusiennes. Que meusien? Est-ce que ces entreprises vont avoir le marché et ça va créer des emplois, ou est-ce que c'est des grands groupes à l'extérieur? C'est peut-être l'État aussi qui doit en décider. Il y a tout un sujet d'accompagnement de ces entreprises. Ça, c'est tout de suite. Il y a un transformateur à 50 millions d'euros. Il faut ramener l'eau. Enfin, il y a quand même des très gros investissements. Des gros travaux, oui. Des très gros travaux du siècle. Oui. Monsieur Amblard, vous pensez que ça peut apporter un petit peu de c'est très bien de vouloir amener les entreprises aussi, mais il faut faire en sorte d'éviter que celles qui sont déjà dans la difficulté ferment aujourd'hui. Je pense notamment à la Meusienne, à Bergère de France, qui aujourd'hui sont en difficulté, et avec le Rassemblement national, on n'hésitera pas, s'il le faut, pour éviter de perdre des compétences et des emplois, ce qui fait perdre de la richesse à la Meuse et au pays en général, c'est de participer, de racheter temporairement ces entreprises-là ou de leur confier des prêts à taux réduit. Si vous rachetez les entreprises en difficulté, c'est une bonne nouvelle. Viable. C'est une nouvelle étrange. Bergère de France, on est en train de retrouver des repreneurs. Parce que l'entreprise est quand même est équilibrée financièrement. Elle est en liquidation judiciaire, mais effectivement, ça va quand même coûter beaucoup moins cher que de renationaliser des entreprises. Je n'ai pas dit que c'était un automatisme. Petit dernier mot avant de conclure, Monsieur Guiquer. Je n'ai pas dit que c'était un automatisme, j'ai dit que c'était une possibilité. S'il vous plaît. Je pense que en fait, la transition écologique et la protection aux frontières de l'Europe doivent nous permettre aussi de réindustrialiser le pays. Oui, et donc clairement, l'État doit être partie prenante dans cette réindustrialisation et doit être en mesure de flécher en fait les créations d'entreprises sur les territoires qui en ont le plus besoin. Avant de conclure, messieurs, parce qu'on arrive quasiment au terme de ce débat, je vous rappelle que 3 autres candidats se présentent sur la circonscription. C'est le cas notamment de Blaise Timène qui se présente pour Lutte ouvrière. Je vous propose de l'écouter. La colère qui s'exprime aujourd'hui à travers le vote RN ou le vote Front Populaire, elle est juste. Cette colère, nous, on pense par contre qu'il ne faut pas qu'elle soit dévoyée. Il ne faut pas croire au Père Noël, il ne faut pas croire aux sauveurs. Nous, on pense que les travailleurs, ils se sauveront eux-mêmes. Pour se sauver soi-même, il faut s'organiser. Et donc, cette présentation-là, ces élections, pour nous, c'est une étape dans la construction d'un parti, qui soit un parti pas pour gagner des élections, mais un parti pour contrôler la société, contrôler l'économie. Et ça pourrait être une première étape d'être dans le Parlement, de pouvoir contrôler ce qui s'y passe, de pouvoir être les yeux et les oreilles des travailleurs dans le Parlement. Et je vous propose de découvrir les 2 autres candidats qui se présentent sur la première circonscription. Il s'agit de Sylvie Mariage pour Debout la France et de Grégoire Moutot qui est sans étiquette. On termine par 30 secondes chacun pour convaincre les électeurs de voter. Pourquoi faire le choix de vous élire? On vous écoute, Monsieur Amblard. Nous sommes à l'aube d'une ère inédite où une véritable alternance politique est possible pour redresser la France. Mais pour cela, il faut un projet à porter, des mesures concrètes et la force de frappe suffisante à l'Assemblée pour pouvoir le mener à bien. Un projet avec la nécessité de soutenir nos agriculteurs et nos entreprises locales, de redonner du pouvoir d'achat aux Français et de protéger nos services publics de proximité. Et pour cela, faisons entendre notre voix derrière un parti de gouvernement, celui du Rassemblement national. Merci, on passe à M. Pancher. 30 secondes pour vous convaincre. Le vrai sujet, c'est de savoir si on va continuer à diviser le pays, à s'entrechoquer, ou si on va enfin rassembler en travaillant avec toutes les personnes de bonne volonté. Le pays, il est magnifique, il peut se redresser facilement à condition qu'on mette en place au pouvoir des personnes d'expérience qui savent écouter, qui savent travailler ensemble. Nous l'avons fait au niveau du groupe Lyotte, des députés de gauche, de droite, on a travaillé ensemble, on peut le faire, on va continuer à le faire. Moi, je demande à nos concitoyens de nous faire confiance, de voter pour des personnes d'expérience
sur les territoires. Et c'est terminé, on passe à Monsieur Gucker. Voilà, vous voulez sortir du duo Macron-Le Pen. Macron qui fait toujours payer les plus pauvres et décide seul. Le Pen qui, par exemple, prétend être contre la retraite à 64 ans et cherche aujourd'hui à s'allier à la droite qui la veut à 67. Il y a une troisième voie, le nouveau Front populaire. Abrogation de la réforme des retraites, de la loi chômage, soutien des services publics si nécessaire en milieu rural. 8 secondes. Bifurcation écologique, renouveau démocratique, le nouveau Front populaire, c'est vous redonner du pouvoir d'achat. Et donc le 30 juin et le 7 juillet, votez le Front populaire. Très bien. Merci messieurs, merci d'avoir accepté notre invitation. Notre émission touche à sa fin. Je vous rappelle qu'elle était en partenariat avec France Bleu. Prochain débat pour législatif, ce sera mercredi prochain avec la 8e de Moselle, la 1re de Meurthe-et-Moselle et la 4e des Vosges. Excellente soirée à toutes et à tous sur France 3.